Je n'aurais jamais pensé que le pire jour de ma vie commencerait par un temps si splendide. Le soleil traversait nos grandes baies vitrées du sol au plafond, illuminant l'appartement coûteux du centre-ville que je payais depuis que nous avions emménagé il y a 4 ans. J'étais assise sur notre canapé crème, celui que j'avais acheté en solde parce que Brandon disait que nous avions besoin de meubles qui donnaient une impression de succès pour les visites des investisseurs. Ces investisseurs n'étaient jamais venus, d'ailleurs, mais je continuais quand même à payer. J'ai entendu sa clé dans la serrure vers 2 heures de l'après-midi. C'était étrange. Brandon ne rentrait généralement pas avant 7 heures, toujours avec une excuse sur des réunions, des dîners de réseautage ou des urgences au bureau. Son bureau, son entreprise, son succès. Drôle comme tous ces mots étaient à lui maintenant, alors que mon compte en banque racontait une histoire très différente. La porte s'ouvrit et il entra, vêtu d'un costume probablement plus cher que mon salaire mensuel. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses chaussures brillantes, et il avait ce regard que je voyais de plus en plus ces derniers temps. Froid, distant, comme s'il regardait un inconnu au lieu de la femme qu'il avait nourrie et logée pendant 6 ans. Il ne dit pas bonjour, ne demanda pas comment s'était passée ma journée. Il se contenta de fouiller dans son sac en cuir et d'en sortir une enveloppe manille. Mon estomac se noua avant même que mon cerveau comprenne pourquoi. Il s'avança vers moi et la lança sur la table basse. Elle atterrit avec un bruit qui résonna trop fort dans l'appartement silencieux. Quelques papiers dépassaient à moitié, portant un en-tête officiel, des termes juridiques, demande de dissolution du mariage. Divorce, dit-il d'un ton plat, comme s'il me disait ce qu'il voulait pour le dîner. Mon avocat a déjà rempli tous les documents. Il te suffit de signer. Je fixai les papiers, puis lui, mes mains tremblantes. Brandon, quoi? Ne dramatise pas, Amelia, dit-il, mon nom presque amer sur sa langue. Nous savons tous les deux que ça ne fonctionnait plus depuis un moment. Nous savons. Ma voix sortit petite et confuse, tu n'as jamais rien dit. Nous n'avons jamais parlé, c'est ça le problème. Il m'interrompit, les mains dans les poches. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. J'ai dépassé cette phase de ma vie. Dépassé ça. Il désigna vaguement l'appartement et tout ce que nous avions construit ensemble. Sauf que ce n'était pas lui qui l'avait construit, c'était moi. Pendant qu'il rêvait, je payais. Je pris les papiers avec des doigts tremblants. Les mots se brouillaient, différences irréconciliables, bien séparées, aucune pension alimentaire demandée par l'une ou l'autre des parties. La dernière ligne me fit lever les yeux brusquement. Aucune pension. Brandon, je paie tout depuis 6 ans, ton loyer, ta nourriture, ton assurance voiture. Ce sont des cadeaux, dit-il simplement, sa voix si calme qu'elle me glaça. Tu as proposé d'aider. Tu voulais soutenir mes rêves. C'est ce que font les partenaires, non? Eh bien, maintenant, je n'ai plus besoin de ce genre de soutien. J'ai réussi, Amelia. Tout seul. Les mots me frappèrent comme une gifle. J'ai une réunion avec un investisseur à 4 heures, continua-t-il en consultant sa montre chère, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière parce qu'il disait qu'il devait avoir l'air professionnel. Donc, si tu pouvais juste signer ça, nous pourrions avancer dans nos vies. Avancer, répétai-je, mon cerveau se mouvant comme dans la boue. Brandon, nous sommes mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 6. Tu ne peux pas juste. Tu n'étais qu'un tremplin temporaire. Les mots sortaient avec une telle désinvolture, comme un commentaire sur le temps, comme s'il n'avait pas réduit 6 années de ma vie à une phrase qui me faisait paraître comme rien, moins que rien, un objet utilisé puis jeté. Je t'ai dépassé, continua-t-il, sa voix presque condescendante, ce qui rendait les choses encore pires. Tu es toujours dans ton petit boulot de designer, tu mènes ta petite vie, tu penses petit. Moi, je réseautage avec des gens importants maintenant. Je construis quelque chose de réel. Et honnêtement, tu me retiens. J'aurais dû pleurer. C'est ce que l'ancienne Amelia aurait fait, celle d'il y a 6 ans qui était tombée amoureuse d'un homme charmant et de ses grands rêves, celle qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait, celle qui travaillait 50 heures par semaine, sautait les repas et utilisait ses cartes de crédit à fond parce qu'elle pensait investir dans leur futur. Mais je ne pleurais pas. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produisit, mes lèvres se courbèrent en un sourire. Il commença petit et s'élargit. Pas un sourire triste, pas amer, juste un sourire de connaissance. Brandon le remarqua. Son expression confiante vacilla un instant. Qu'est-ce qui est drôle? Rien,
répondis-je doucement, toujours souriante, en reposant les papiers sur la table. Rien du tout. Alors signe-les. Sa voix avait maintenant un tranchant. Je n'ai pas de temps pour les jeux. Je dois tout lire d'abord, dis-je, gardant ma voix stable et calme. Faire examiner par mon propre avocat. Tu comprends, non? C'est une grande décision. Sa mâchoire se contracta. Il n'y a rien à examiner. C'est simple. Nous partageons nos biens individuels et nous allons chacun de notre côté. Nos biens individuels, répétai-je, goûtant les mots. Bien sûr. Il me fixa un long moment, essayant de comprendre pourquoi j'étais si calme, pourquoi je ne suppliais pas, ne pleurais pas, ne lui demandais pas de reconsidérer. Le sourire sur mon visage semblait le déstabiliser, mais il était trop arrogant pour demander directement. Très bien, finit-il par dire. Lis, fais examiner par un avocat, comme ça te rassure. Mais ça arrive, Amélia. J'ai déjà tourné la page. Littéralement. Je déménage dans un penthouse du centre-ville la semaine prochaine. La société peut se le permettre maintenant. La société. Sa société. Celle qui n'existerait pas sans mon argent, mon soutien, ma confiance en lui alors qu'il n'avait rien et n'était rien. C'est merveilleux, dis-je, et je le pensais, non pas parce que j'étais heureuse pour lui, mais parce qu'il venait de rendre les choses beaucoup plus faciles. Je suis contente que ça ait marché pour toi. Il avait l'air confus par ma réaction, comme si je ne suivais pas le scénario qu'il avait écrit dans sa tête. Il s'attendait à des larmes, à la colère, peut-être même à des supplications, mais pas à cette acceptation calme, pas à ce petit sourire étrange que je ne pouvais effacer. Je dois y aller, dit-il brusquement, reculant vers la porte. Signe juste les papiers. Mon avocat te contactera. Il partit sans dire au revoir. La porte se referma derrière lui et je restai là, dans la belle lumière de l'après-midi, les papiers de divorce étalés sur la table basse devant moi, toujours souriante, ce petit sourire de connaissance. Puis je me levai et me dirigeai vers mon bureau, ouvris mon ordinateur portable, le même que j'avais utilisé pour payer toutes ces factures pendant 6 ans, et cliquai sur un dossier profondément enfoui dans mes fichiers, un dossier que j'avais constitué presque inconsciemment depuis le jour où nous avions emménagé ensemble, depuis la première fois qu'il avait oublié de me rembourser, depuis la première fois qu'il avait promis que ça serait différent et que ça ne l'était jamais. Le dossier s'intitulait simplement « Archives ». À l'intérieur, 6 années de relevés bancaires, reçus, contrats de prêt, messages textes, emails, photos, documentation de chaque dollar dépensé pour lui, chaque promesse faite, chaque mensonge dit. Je m'étais dit pendant des années que je faisais juste preuve d'organisation, que je suivais mes dépenses pour des raisons fiscales ou budgétaires ou une autre raison pratique, mais au fond, dans un endroit que je ne voulais pas admettre, je pense que j'avais toujours su que ce jour pourrait arriver. Je pris mon téléphone et appelai un nom que je n'avais pas composé depuis 2 mois, Cass Williams, ma meilleure amie depuis l'université, celle qui m'avait mise en garde contre Brandon depuis le début, l'avocate spécialisée en divorce qui m'avait dit 100 fois que si jamais j'avais besoin d'elle, elle serait là. Je pressai le bouton appel et attendis. Elle décrocha dès la 2e sonnerie. Amélia, tout va bien? Salut, Cass, dis-je, voix stable et claire. Tu te souviens quand tu m'as dit que si jamais j'avais besoin d'un bon avocat, tu m'aiderais? Bien sûr, toujours. Que se passe-t-il? Je baissai les yeux sur les papiers de divorce sur ma table, puis regardai mon écran d'ordinateur rempli de 6 années de preuves. Je crois, dis-je lentement, un sourire de connaissance se répandant de nouveau sur mon visage, qu'il est enfin temps de recouvrer quelques vieilles dettes. 6 ans plus tôt, j'étais une personne complètement différente. Je croyais aux contes de fées. J'avais rencontré Brandon un mardi après-midi dans un café à 3 pâtés de maison de mon appartement. Je venais d'être promu designer senior dans mon entreprise et me sentais plutôt bien dans ma vie. J'avais mon ordinateur portable ouvert pour travailler sur un projet client quand j'entendis quelqu'un jurer bruyamment à la table voisine, « C'est ridicule. Absolument ridicule. Ces gens n'ont aucune vision. Aucune. » Je regardai et le vis, peut-être 30 ans, plutôt séduisant, vêtu d'un jean et d'une chemise froissée. L'écran de son ordinateur montrait une présentation professionnelle et il parcourait ses emails avec frustration croissante. Problème avec les investisseurs, demandai-je avant de pouvoir me retenir. Il leva les yeux, surpris que quelqu'un lui parle. Puis il sourit. Et c'était le genre de sourire qui vous donne envie de lui faire confiance, chaleureux, un peu autodérisoire. Est-ce si évident?
Seulement pour tout le monde dans un rayon de 3 tables, répondis-je en lui rendant son sourire. C'est ainsi que tout a commencé. Il m'a offert un café. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a parlé de son idée brillante pour une application de productivité qui révolutionnerait la façon dont les gens travaillent. Il avait de la passion, une vision, et absolument aucun argent. Chaque investisseur qui l'avait approché l'avait refusé. Il vivait dans un petit studio exigu, mangeait des ramen, survivait à peine. Je trouvais ça charmant. Voici quelqu'un qui croyait tellement en quelque chose qu'il était prêt à lutter pour cela. Dans un monde rempli de gens jouant la sécurité, Brandon Mitchell poursuivait son rêve. Nous avons commencé à sortir ensemble 3 semaines plus tard. Le premier signal d'alarme est arrivé au 2e mois. Nous étions au dîner, dans un endroit bon marché, car il économisait pour son entreprise. Et lorsque l'addition est arrivée, il a tapoté ses poches et fait une tête. Oh non, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Tu peux avancer? Je te rembourserai demain. J'ai payé. Il ne m'a remboursé ni le lendemain ni le jour suivant. Quand j'en ai parlé une semaine plus tard, il avait l'air confus. Je pensais que nous en étions passés à ne plus compter ainsi. Nous sommes ensemble maintenant, non? Au 3e mois, il a suggéré que nous emménagions ensemble. Réfléchis-y, dit-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Nous passons toutes nos nuits ensemble de toute façon. Et si nous partagions un appartement, nous économiserions tous les deux de l'argent. Je pourrais mettre ce que j'économise dans l'entreprise, vraiment progresser. J'aurais dû poser plus de questions, comme pourquoi nous allions emménager dans mon appartement, ce qui signifiait que je continuerais à payer le même loyer qu'avant, ou pourquoi partager les dépenses voulait dire que je payais les courses, les factures et Internet tandis qu'il se concentrait sur l'entreprise. Mais je n'ai pas posé ces questions. J'étais amoureuse, et l'amour rend stupide. Au 6e mois, je payais tout. Et je veux dire vraiment tout, le loyer, évidemment, la nourriture, son assurance auto parce que le transport est essentiel pour les réunions, son abonnement à la salle de sport parce que l'apparence compte en affaires, son nouvel ordinateur portable parce que l'ancien était trop lent pour le logiciel dont il avait besoin. À chaque fois, il avait une explication qui semblait logique sur le moment. Chaque fois, il promettait de me rembourser une fois son contrat conclu, son investissement reçu ou son client payé. Ces choses n'arrivaient jamais. La première année fut difficile. Je travaillais constamment, prenant des projets en freelance en plus de mon travail régulier juste pour couvrir nos dépenses. Brandon restait chez lui la plupart du temps, soi-disant à travailler sur son entreprise, ce qui signifiait en réalité qu'il restait sur notre canapé en pyjama jusqu'à 14 heures, puis passait 3 heures dans des cafés à réseauter avec des gens aussi fauchés et infructueux que lui. Je rentrais chez moi épuisé après une journée de 10 heures pour le trouver en train de jouer aux jeux vidéo. Ta journée, demandai-je en déposant les sacs de courses que j'avais achetés avec mon salaire. Intense, répondait-il sans quitter l'écran. Il avait eu 2 appels avec des investisseurs. Des conversations prometteuses. Je pense que nous sommes proches de quelque chose de grand. Nous n'étions jamais proches de quelque chose de grand. La 2e année, j'ai commencé à tenir des comptes. Pas vraiment intentionnellement, je cherchais juste à organiser nos finances, comprendre où allait tout mon argent. J'ai fait un tableau, listé chaque facture payée, chaque prêt que je lui avais accordé, chaque dépense qui était supposée être temporaire. Les chiffres étaient stupéfiants, loyer sur 24 mois, courses, assurance, le moment où sa voiture est tombée en panne nécessitant $1 500 de réparation, celui où il avait besoin de $3 000 pour un cours de développement commercial censé ouvrir des portes, le moment où il avait besoin de $5 000 pour des licences logicielles indispensables. Je regardais plus de $60 000 sur seulement 2 ans. De l'argent que je lui avais donné. De l'argent qu'il avait promis de rembourser, qui avait disparu dans son entreprise qui n'existait toujours pas, à part un site web chic et quelques cartes de visite. C'est alors que Cass est venue nous rendre visite. Elle a jeté un œil à notre appartement, voyant Brandon endormi sur le canapé à 11 heures un jeudi matin et moi me préparant pour mon 2e travail de la semaine, et m'a tiré dans la cuisine. « Mec, qu'est-ce que tu fais » chuchota-t-elle avec urgence. « Que veux-tu dire » ? Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu te tues à la tâche pendant qu'il joue au PDG en pyjama. Quand a-t-il contribué financièrement pour la dernière fois? Il construit quelque chose, répondis-je sur la défensive. Ces choses prennent du temps. Tu ne comprends pas à quel point il est difficile de lancer une entreprise. Tu as raison.
Je ne comprends pas parce que je n'ai jamais vu quelqu'un lancer une entreprise en dormant jusqu'à midi et en jouant à la Xbox. Cass me prit par les épaules. Amelia, écoute-moi. Tu n'es pas sa petite amie. Tu es sa banque. Et il fait des retraits sans jamais penser à faire des dépôts. Ce n'est pas juste. Il m'aime. Il traverse juste une période difficile. Une période difficile? La voix de Cass monta. Amelia, c'est toi qui traverses une période difficile. Tu es épuisé, tu as perdu du poids, tu travailles 2 emplois pour soutenir un homme adulte qui ne te remercie même pas. Quand t'a-t-il emmené en rendez-vous, offert des fleurs, fait quelque chose qui ne le bénéficie pas? J'ouvris la bouche pour répondre et réaliser que je ne me souvenais plus. Cass soupira et me serra dans ses bras. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie et je te regarde te faire vider de ton énergie. Promets-moi juste de te protéger. D'accord. Tenir des comptes, des documents, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où un jour tu réaliserais que j'ai raison. Je lui promis juste pour la rassurer. Mais au fond, je croyais encore en Brandon. Je croyais encore que nous construisions quelque chose ensemble. La 3e année, les choses ont commencé à changer. Brandon a réellement obtenu un investisseur, pas quelqu'un d'un café ou d'un événement de réseautage, mais une véritable société de capital risque qui lui a donné 200 000 $. J'ai pleuré quand il me l'a annoncé, enfin. Enfin, tous ses efforts paient. Enfin, il pourra me rembourser. Enfin, nous pourrons être de vrais partenaires au lieu que je sois juste son soutien. La nuit où il a reçu l'argent, j'ai préparé son dîner préféré. J'ai mis une jolie robe. J'ai même acheté une bouteille de champagne avec de l'argent que je n'avais pas vraiment. Il est rentré à minuit, ivre, ayant célébré avec ses nouveaux investisseurs et partenaires. Où étais-tu? Demandai-je doucement. J'ai préparé le dîner. Je voulais célébrer avec toi. Il me regarda comme si j'avais dit quelque chose de fou. C'était un dîner d'affaires. Amelia, je ne pouvais pas t'emmener. Tu n'aurais pas compris les aspects techniques que nous discutions. Cela aurait été gênant. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, juste se fissurer. Brandon, dis-je prudemment, maintenant que tu as l'argent des investisseurs, peut-être pourrions-nous parler du remboursement de certains prêts que je t'ai accordés? J'ai des dettes de carte de crédit. Tu es sérieuse? Il avait l'air en colère. Je viens d'obtenir la plus grande opportunité de ma vie. Et toi tu veux parler d'argent? C'est exactement pour ça que je ne t'ai pas invité ce soir. Tu ne penses pas comme un entrepreneur, tu penses petit. Il est allé se coucher, me laissant assise à la table avec des pâtes froides et du champagne tiède. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et ajouté à mon dossier financier les 200 000 $ de nouveaux financements. Aucun ne revenait vers moi. Je commençais à comprendre ce que Cass voulait dire par me protéger. La 4e année, l'entreprise de Brandon a commencé à réellement gagner de l'argent. L'application a enfin été lancée après 3 ans de développement, et les gens l'ont téléchargée. Des milliers d'utilisateurs sont devenus des dizaines de milliers, puis 50 000, puis 200 000. Son entreprise est passée du fantasme à une véritable entreprise presque du jour au lendemain. Je l'ai regardé de l'extérieur. Il a cessé de me parler de sa journée, de me demander mon avis, de reconnaître que j'étais là depuis le début, avant le début, quand il n'était qu'un gars avec un ordinateur portable et un rêve. Nous avons été présentés dans le magazine Tech Tomorrow, annonça-t-il un soir en jetant la publication sur notre comptoir de cuisine. Notre comptoir dans l'appartement que je payais toujours seul. Je l'ai pris et lu l'article. Une page entière sur Brandon Mitchell, l'entrepreneur autodidacte qui a construit son succès à partir de rien. L'interview parlait de sa vision, de son sacrifice, de sa détermination à réussir contre toute attente. Contre toute attente, lis-je à voix haute. Intéressante formulation. Que veux-tu dire? Il faisait défiler son téléphone sans vraiment faire attention. Il est écrit ici que tu t'es financé toi-même. Que tu as utilisé tes économies pour construire l'entreprise. Oui. Alors, Brandon, tu n'avais pas d'économie. Je payais ton loyer, ta nourriture, tout. Il leva enfin les yeux de son téléphone, le regard froid. Tu vas vraiment faire ça? Ruiner ce moment pour moi en ramenant le passé. Le passé? Ce présent. Je paie toujours cet appartement.
Alors arrête, dit-il simplement. Je ne t'ai jamais demandé. C'était un mensonge. Il me l'avait demandé 1000 fois de 1000 manières différentes. Mais il l'a dit avec tellement de confiance que, pendant un instant, j'ai presque douté de ma propre mémoire. C'était son talent, me faire remettre en question ce que je savais. Je n'ai pas contesté. À la place, je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ajouté l'article de magazine à mon dossier de preuves. Capture d'écran après capture d'écran de ses affirmations selon lesquelles il était autodidacte, autofinancé, totalement indépendant. Les mensonges s'accumulaient et je documentais chacun d'eux. Au 6e mois de la 4e année, Brandon a commencé à rentrer de moins en moins à la maison. Dîner d'affaires, disait-il, événements de réseautage, réunions importantes avec des partenaires potentiels. Il partait à 8 heures du matin dans ses costumes chers, payés avec l'argent de l'entreprise, et rentrait après que je sois endormi. L'appartement a commencé à ressembler à un hôtel où nous étions 2 clients partageant une chambre. Puis les critiques ont commencé. « Tu devrais vraiment mettre à jour ta garde-robe », dit-il un matin alors que je me préparais pour le travail. Ce style est un peu basique. Je baissais les yeux sur mes vêtements, professionnels, propres, appropriés pour mon poste. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Rien. Si tu travailles dans une entreprise normale, ça va, mais si tu veux venir à mes événements, il faut être à la hauteur. Mes associés ont un certain standard. Tes événements, répétais-je. Brandon, tu ne m'as invité à rien de professionnel depuis plus d'1 an. Parce que tu te sentirais mal à l'aise, dit-il comme s'il me rendait service. Tu ne connais pas ces gens. Tu ne comprends pas ce monde. Ce qu'il voulait dire, c'était, tu n'es pas assez bien pour ma nouvelle vie. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, des frais sur sa carte de crédit, celles liées à l'entreprise, pour des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels chers en ville alors que nous vivions en plein centre. Quand je lui demandais, il avait toujours une explication, dîner avec des clients, parfois tard le soir, plus simple de prendre une chambre d'hôtel que de rentrer fatigué. Logique, raisonnable, totalement crédible si on voulait croire. Mais je ne voulais plus croire. J'ai commencé à prêter plus attention. Ces réseaux sociaux montraient des photos d'événements professionnels, de soirées de réseautage, de conférences tech. En arrière-plan de nombreuses photos, la même femme, jeune, belle, toujours parfaitement habillée, toujours près de Brandon. Je cliquais sur son profil. Véronica Lann, influenceuse sur les réseaux sociaux, 30 000 abonnés. Chaque photo était soigneusement mise en scène, parfaitement éclairée. Elle paraissait chère, représentait tout ce que je n'étais pas. Elle taguait l'entreprise de Brandon dans des dizaines de publications, événements incroyables avec des entrepreneurs innovants, j'adore soutenir les leaders visionnaires, super conversation sur l'avenir de la tech. Je remontais les publications, elle apparaissait avec lui depuis 6 mois. Quand Brandon rentra ce soir-là à 23 heures, sentant un parfum qui n'était pas le mien, j'étais assise sur le canapé avec mon ordinateur. « Qui est Véronica Lann ?» demandai-je calmement. Il se figea un instant. Puis son visage prit une expression d'innocence confuse. « Qui ?» Véronica. Elle est dans beaucoup de photos de tes événements. Vous semblez proches. Ah, elle. Il rit, mais de manière forcée. C'est juste une influenceuse qui couvre la tech. Elle vient à tous les événements de l'industrie. Pourquoi? Juste curieuse. Tu ne l'as jamais mentionné. Parce qu'il n'y a rien à mentionner. Sa voix avait un ton tranchant. Amélia, c'est exactement ce dont je parle. Tu es paranoïaque, jalouse. Ce n'est pas attrayant, et honnêtement, c'est pour ça que tu ne peux pas t'intégrer dans mon monde. Tout le monde là-bas est professionnel, amical, en réseau, et toi tu cherches des problèmes qui n'existent pas. Il inversait la situation, me faisait passer pour le problème, transformait ma question raisonnable en preuve de mon insécurité. C'est cela qui brisa enfin le dernier reste de mon déni. Pas les preuves d'infidélité, je n'en avais pas encore, mais sa manière de me parler, comme si j'étais stupide, comme si j'étais folle de remarquer des choses évidentes. Je n'étais ni stupide ni folle. Le lendemain, je pris un jour de congé et passai 8 heures à tout examiner, relevé bancaire sur 6 ans, relevé de carte de crédit, documents d'entreprise, déclaration fiscale, publications sur les réseaux sociaux, articles de presse, toutes les interviews qu'il avait données, toutes ses affirmations d'autosuffisance et d'indépendance. Je recoupais les dates, l'achat de bijoux coûteux le mois dernier, le même jour, Véronica postait une photo d'un nouveau collier,
cette charge d'hôtel, même soir, aucun événement professionnel dans son agenda, juste un vide. Je trouvais des demandes de prêt où il jurait ne pas avoir de dette en cours. Il avait signé des documents affirmant être financièrement indépendant alors qu'il ne pouvait même pas payer son déjeuner. J'ai trouvé des documents d'investisseurs où il se proclamait seul fondateur et financier de son entreprise, sans mentionner les contributions de quiconque. J'organisais tout en dossier, fraude financière, documents de prêt, fausses déclarations, preuves d'infidélité. Je fis des sauvegardes sur cloud, disques durs externes, clés USB cachées à 3 endroits différents. Puis je fis ce que j'évitais depuis 4 ans, je calculais exactement combien d'argent je lui avais donné. Pas une estimation, un calcul précis. Chaque dollar, chaque centime avec reçu et relevé bancaire. Le chiffre était de 178 342 $. C'est ce que m'avait coûté le soutien au rêve de Brandon. C'est ce que l'entrepreneur autodidacte m'avait pris tout en prétendant le faire seul. Je restai longuement à fixer ce chiffre, puis passer 2 appels. Le premier à Cass, « Tu avais raison », lui dis-je, je lui racontais tout et j'avais besoin de son aide. Le second à un détective privé dont Cass m'avait donné le nom. J'ai besoin de surveillance, dis-je, et que tout soit documenté de manière à tenir devant un tribunal. Je n'étais pas paranoïaque, je n'étais pas jalouse, j'étais prudente. Brandon voulait m'effacer de son histoire de réussite. Très bien. Mais il allait payer pour chaque mot de cette fiction. Le détective s'appelait Gérald Chen, 60 ans, ancien détective de police, selon Cass, méthodique et discret. Nous nous rencontrâmes dans un dîner où personne ne me connaissait. Que allons-nous documenter exactement ? Demanda-t-il en sortant un carnet. Mon mari a une liaison. J'ai besoin de preuves, photos, vidéos, dates, lieux, tout ce qui tiendra devant un tribunal. Gérald acquiesça en écrivant. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Je ne sais pas, au moins 6 mois, peut-être plus. Elle s'appelle Véronique Allan. Je lui montrai son profil sur les réseaux sociaux. Il l'étudia un moment, influenceuse, ses cas sont souvent simples, elle documente tout elle-même. Il leva les yeux vers moi, mais je suppose que vous avez besoin de plus que des publications. J'ai besoin de preuves irréfutables. Mon mari est très bon pour les explications. Habituellement, oui, dit Gérald calmement. Donnez-moi 2 semaines. Pendant que Gérald travaillait, je rencontrai Cass dans son cabinet. Elle avait examiné les documents que j'avais compilés, et son bureau était couvert de papier. Amélia, assieds-toi, dit-elle sérieusement. Je m'assis. Je pratique le droit de la famille depuis 12 ans. J'ai vu beaucoup de situations financières dans les divorces, mais ceci, elle désigna les papiers, dépasse les conflits financiers conjugaux habituels. Ce que ton mari a fait pourrait être poursuivi comme fraude. Mon cœur s'accéléra. Que voulez-vous dire ? Cass sortit un document, ses demandes de prêt où il déclarait ne pas avoir de dette alors qu'il te devait plus de 170 000 $. C'est une fraude sur les prêts. Ces documents d'investisseurs où il prétendait être autofinancé, fraude sur valeur mobilière. Ces déclarations fiscales où il sous-déclarait tes contributions, fraude fiscale. Je voulais juste tout documenter pour le divorce, dis-je lentement. Je sais, mais Amélia, cela va bien au-delà d'un divorce. Il n'a pas seulement menti à toi, il a menti aux banques, aux investisseurs et au fisc. Et tu as des preuves pour tout. Elle se pencha en avant. La question est, jusqu'où veux-tu aller ? Je pensais à Brandon me lançant des papiers de divorce, m'appelant étape temporaire, effaçant 6 ans de ma vie comme si cela ne signifiait rien. Aussi loin que nécessaire, répondis-je. Cass sourit. Pas un sourire amical, mais celui d'un avocat autorisé à détruire quelqu'un qui le mérite. Alors construisons un dossier inattaquable, pas seulement pour le tribunal du divorce, mais pour tout. Nous passâmes la semaine suivante à préparer le dossier. Cass fit appel à un expert comptable judiciaire qui examina tout avec précision professionnelle. Chaque transaction fut vérifiée, classée, documentée. Chaque contrat de prêt, même les informels que Brandon avait signés sans réfléchir, fut authentifié. Il était imprudent, nous dit l'expert. Il signait sans lire, laissant des traces partout. Probablement parce qu'il pensait que personne ne regarderait. C'était la faille fatale de Brandon, il m'avait sous-estimé si longtemps qu'il avait cessé d'être prudent. À la maison, je continuais de paraître normal. Je préparais le dîner les rares soirs où Brandon rentrait. Je souriais, je ne posais pas de questions sur ses allées et venues.
Je faisais comme si tout allait bien. C'était la plus difficile performance de ma vie. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, commenta Brandon un soir, suspicieux. J'essaie juste d'être plus positive, répondis-je légèrement. Tu as raison. J'étais trop concentré sur le passé. J'essaie d'avancer. Il parut satisfait de cette réponse, presque soulagé. Pour lui, cela signifiait que j'acceptais enfin mon rôle de femme qu'il abandonnait derrière lui, celle qui avait servi son objectif et qui devait maintenant disparaître en silence. Il n'avait aucune idée que je rassemblais les preuves qui feraient s'effondrer tout ce qu'il avait construit sur mes épaules. 2 semaines plus tard, Gérald appela. J'ai ce qu'il vous faut. C'est conséquent. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Il me remit une clé USB et un épais dossier de photos imprimées. La première montrait Brandon et Véronica dans un restaurant luxueux, se tenant la main au-dessus de la table. La suivante les montrait entrant ensemble dans un hôtel à 21h, puis sortant du même hôtel à 7h. Il y a 36 rencontres documentées au cours des 6 dernières semaines, dit Gérald, restaurant, hôtel, l'appartement d'elle. J'ai des vidéos pour plusieurs rendez-vous. Il ne se cache même pas, je parcourus les photos avec un étrange détachement. Je savais déjà ce qui se passait, mais le voir noir sur blanc était différent. Il y a autre chose, ajouta Gérald prudemment. J'ai fait quelques recherches sur Mademoiselle Lannes. Elle suit un schéma. Elle cible les hommes à succès, s'implique avec eux, puis. Il sortit un autre document. 3 relations précédentes avec des entrepreneurs fortunés, tous mariés. Elle a l'art d'apparaître au bon moment, quand les couples sont déjà fragiles. C'est une professionnelle, murmurai-je. Essentiellement, oui. J'ajoutai la clé USB de Gérald à ma collection. Les preuves étaient désormais accablantes, fraude financière, falsification de prêts, infidélité, faux témoignages sous serment, évasion fiscale. Tout était documenté, vérifié et prêt pour le tribunal. Puis je fis quelque chose qui me surprit moi-même, j'achetai des caméras de surveillance pour notre appartement. De petites caméras discrètes que je plaçais dans le salon et la cuisine, des espaces communs sans attente de vie privée. Pourquoi, demanda Cass quand je le lui dis. Parce que je veux documenter sa vraie vie, pas celle qu'il montre aux investisseurs et aux journalistes. La vérité. Pendant 3 semaines, ces caméras enregistrèrent tout, Brandon jouant aux jeux vidéo pendant des heures pendant que je travaillais, Brandon commandant de la nourriture hors de prix débité sur ma carte bancaire même avec tout son argent, il utilisait encore la mienne par habitude Brandon répétant son discours devant le miroir, parlant de son parcours, de ses sacrifices, de son succès soi-disant autodidacte. Mais les enregistrements les plus accablants étaient audio, Brandon au téléphone avec ses amis, parlant librement parce qu'il pensait que je n'étais pas là. Elle paie encore le loyer, tu te rends compte? Rire. Je devrais commencer à m'en occuper, mais pourquoi faire? Elle ne me l'a jamais demandé. Un autre appel, quand l'introduction en bourse aura lieu, je me barre. Pantouse direct. Je vais probablement épouser Véronica. Amélia a rempli son rôle. C'est comme des petits trous d'apprentissage, utiles au début, mais on les enlève quand on sait rouler. Encore un autre, elle ne partira jamais d'elle-même. Elle est trop investie. Les femmes comme elle pensent que si elles aiment assez, soutiennent assez, un jour tu finiras par apprécier. C'est presque pathétique. J'étais garé devant notre immeuble, écoutant les enregistrements dans ma voiture. Mes mains étaient stables. Je ne pleurais pas. J'en avais simplement fini. Fini de prétendre. Fini d'espérer. Fini d'être la femme que Brandon Mitchell avait utilisée puis jetée. Ce soir-là, je copiais tout sur une nouvelle clé USB, documents financiers, accords de prêt, photos d'infidélité, vidéos, enregistrements audio, déclarations fiscales, fraude envers les investisseurs. Tout classé dans des dossiers clairement nommés. J'étiquetai la clé simplement, preuve Torres et Mitchell. Puis j'écrivis un email à Brandon, pas pour l'envoyer, juste pour écrire. Tu m'as traité de marchepied, mais les marchepieds ne ressentent pas la douleur. Ils ne sacrifient rien. Ils n'aiment pas. Je n'ai jamais été une pierre sur ton chemin, Brandon. J'étais le sol sur lequel tu t'es bâti, et tu vas apprendre ce qui arrive quand on arrache sa propre fondation. J'effaçai l'email. Il comprendrait bientôt. 3 jours plus tard, Brandon rentra avec les papiers du divorce, et je souris, un sourire calme, parce que tout était prêt. Le tribunal était plus petit que je ne l'imaginais, un bâtiment banal, lumière fluorescente, moquette usée.
Cass et moi arrivâmes 30 minutes en avance, elle portant 2 porte-documents remplis de preuves. Prête, demanda-t-elle. J'acquiesçai. Je l'étais depuis longtemps. Brandon arriva 15 minutes plus tard avec son avocat, Richard Thompson, un homme élégant en costard hors de prix. Et derrière eux, comme si elle avait sa place ici, Véronica. Habillée comme pour un défilé de mode, vêtements de créateur, maquillage impeccable, sourire assuré. Elle me fit même un signe de la main. Je ne répondis pas. Je regardai seulement Brandon lorsqu'il me vit assise calmement avec Cass. Il s'attendait à me voir briser. Au lieu de ça, je portais mon meilleur tailleur, j'avais fait couper mes cheveux, j'avais l'air professionnel, solide, prête. Quelque chose vacilla dans son regard. De l'incertitude, peut-être. Puis Richard se pencha pour lui souffler quelque chose et Brandon retrouva sa confiance. Il pensait avoir déjà gagné. Nous entrâmes dans la salle. La juge Patricia Reeves présidait, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, qui semblait avoir entendu chaque mensonge au moins 2 fois. Elle nous examina en prenant place. Audience concernant la dissolution du mariage entre Brandon Mitchell et Amelia Torres Mitchell. Monsieur Thompson, vous avez déposé en premier. Présentez votre requête. Richard se leva avec aisance. Votre honneur, il s'agit d'un divorce simple, sans faute. Les époux se sont éloignés l'un de l'autre. Pas d'enfants, pas de biens communs. Monsieur Mitchell demande une séparation propre où chacun conserve ses biens et comptes personnels. La juge consulta le dossier. Marié depuis 5 ans. Oui, votre honneur. Mais monsieur Mitchell a bâti son entreprise seul. Madame Mitchell a sa propre carrière et ses revenus. Leurs finances sont restées largement séparées. La juge regarda vers moi. Madame Mitchell, contestez-vous cette présentation? Cass se leva, absolument, votre honneur. Et nous avons une documentation exhaustive prouvant que l'entreprise de M. Mitchell repose entièrement sur des déclarations frauduleuses et sur le soutien financier de ma cliente. L'avocat de Brandon sourit avec condescendance. Votre honneur, c'est fréquent en cas de divorce qu'un conjoint exagère sa contribution. Madame Mitchell a peut-être fourni un soutien émotionnel, mais 178 342 $? Ce n'est pas du soutien émotionnel, coupa Cass. Ce sont des investissements financiers documentés sur 6 ans. Le sourire de Richard se crispa. Votre honneur, ce sont des cadeaux entre conjoints. Ce sont des prêts, corrigea Cass, avec accord signé. Nous avons chaque transaction, y compris les promesses écrites de remboursement de monsieur Mitchell. Elle ouvrit son porte-documents et commença à exposer les preuves, relevés bancaires prouvant que j'avais payé le loyer, les factures, l'assurance, les courses, accord de prêt signé à la légère par Brandon, pensant qu'il n'aurait jamais d'importance, message où il promet de me rembourser dès qu'il aura de l'argent. Brandon se tortilla sur son siège. Richard feuilletait les copies, son assurance s'effritant. De plus, continua Cass, monsieur Mitchell s'est présenté aux investisseurs comme autofinancé. Il a déclaré n'avoir aucune dette. Il a affirmé être un entrepreneur autodidacte ayant lancé sa société avec ses économies personnelles. Elle montra les articles, les documents aux investisseurs, les demandes de prêt. Ce sont des fausses déclarations matérielles. Monsieur Mitchell a commis une fraude pour obtenir capitaux et prêts, tout en devant près de 200 000 $ à ma cliente, qu'il n'avait aucune intention de rembourser. La juge Reeves se penchait maintenant en avant, observant les dossiers avec un intérêt croissant. Maître Thompson, votre client vous a-t-il révélé tout cela? Richard regarda Brandon, blême. Votre honneur, Mon client m'a assuré n'avoir aucune dette. Parce que votre client est un menteur, répliqua Cass. Et nous pouvons le prouver. Elle présenta les déclarations fiscales où Brandon minimisait mes contributions, les postes où il se disait autodidacte, les interviews où il effaçait mon existence de son récit. Brandon finit par parler, la voix tendue, c'était des cadeaux. Elle voulait m'aider. C'est ce que font les partenaires. Et les partenaires commettent-ils un parjure, demanda Cass. Elle sortit d'autres documents. Voici des déclarations sous serment que vous avez faites aux banques. Sous peine de parjure, vous avez affirmé ne pas avoir de dette en cours ni d'obligations financières. Ces déclarations étaient-elles vraies ou fausses? La mâchoire de Brandon se crispa. La situation était compliquée. Vraie ou fausse, monsieur Mitchell? Elles étaient vraies dans leur contexte,
votre honneur, interrompit désespérément Richard. Cela devient une enquête criminelle, pas une audience de divorce. Parce que votre client a commis des crimes, dit Cass. Mais nous ne sommes pas ici pour les poursuivre aujourd'hui. Nous sommes ici pour garantir que ma cliente reçoive ce qui lui est légalement dû. Le juge Reeves leva la main. Prenons du recul. Madame Williams, que cherche votre cliente? Le remboursement complet de tous les prêts documentés avec intérêt, 40% des parts de l'entreprise de Monsieur Mitchell en compensation de ses contributions fondatrices non divulguées et la prise en charge complète des frais juridiques. Brandon se leva d'un bond. 40%? Êtes-vous folle? Cette entreprise est à moi. Asseyez-vous, M. Mitchell, dit sèchement le juge Reeves. Il s'assit, mais le visage rouge de colère. Votre honneur, essaya Richard, même si un soutien financier a eu lieu, 40% des parts sont excessifs. Laissez-moi voir toute la documentation. Tout, dit le juge Reeves. Cass remit les dossiers organisés. Le juge passa 10 minutes à les lire en silence. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre Véronica se tortiller nerveusement derrière Brandon. Enfin, le juge Reeves leva les yeux. Son expression était indéchiffrable. Madame Williams, vous avez mentionné des preuves supplémentaires. Cass acquiesça. Oui, votre honneur. Ma cliente possède une preuve supplémentaire qui contextualise le caractère et les intentions de Monsieur Mitchell. Elle me regarda. C'était le moment. Je me levai et me dirigeai vers le bureau du juge. Mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais parfaitement calme. Je déposai la clé USB sur le bureau devant le juge Reeves. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Des images de sécurité de notre appartement, dis-je doucement, et des enregistrements audio de conversations que Monsieur Mitchell a eus lorsque je n'étais pas à la maison ou quand il pensait que je n'écoutais pas Brandon Pally. Vous m'avez enregistré? C'est illégal. Ce sont des vidéos des parties communes de son propre domicile, dit Cass, totalement légal. Et des enregistrements de conversations téléphoniques où Monsieur Mitchell n'avait aucune attente raisonnable de confidentialité dans des espaces partagés. Le juge Reeves inséra la clé USB dans son ordinateur et ouvrit le premier fichier. Je l'avais soigneusement organisé. La vidéo montrait Brandon jouant aux jeux vidéo pendant des heures tandis que l'horodatage indiquait que j'étais au travail, commandant de la nourriture chère sur ma carte de crédit, répétant son discours d'autodidacte devant le miroir. Puis les fichiers audio se mirent à jouer. La voix de Brandon, claire et décontractée, parlant à ses amis, elle paie encore tout. Pourquoi m'arrêterais-je? Une fois l'introduction en bourse effectuée, je m'en vais. Amelia a servi son but. Les femmes comme elles pensent que si elles vous soutiennent suffisamment, vous finirez par l'apprécier. C'est pathétique, honnêtement. Les yeux du juge Reeves s'écarquillèrent. Elle se couvrit la bouche de la main, pas de surprise exactement, mais comme pour réprimer une réaction. Elle cliqua sur un autre fichier, puis un autre. Puis elle fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle éclata de rire, pas un rire poli de tribunal, mais un vrai éclat de rire qu'elle tenta de réprimer sans y parvenir. Elle regarda Brandon, puis l'écran, puis Brandon à nouveau. Son expression passa de l'amusement à quelque chose de plus froid. Monsieur Mitchell, dit-elle lentement, en 20 ans sur ce banc, j'ai vu beaucoup de choses, des conflits financiers, des batailles pour la garde, des désaccords sur des biens, mais j'ai rarement, très rarement, vu une exploitation calculée et documentée présentée avec des preuves aussi indéniables. Brandon ouvrit la bouche. Aucune parole ne sortit. Le juge Reeves continua, la voix glaciale. Vous avez systématiquement utilisé votre épouse comme une banque tout en prétendant au monde que vous n'aviez besoin de personne. Vous avez commis une fraude pour obtenir des investissements. Vous avez menti sous serment sur des documents légaux. Et selon vos propres paroles enregistrées, vous n'aviez jamais l'intention de respecter vos obligations envers la femme qui a rendu votre succès possible. Votre honneur, essaya Richard, je n'ai pas fini. La voix du juge Reeves pouvait couper le verre. Ce tribunal reconnaît les abus financiers dans les relations et nous ne permettrons pas qu'une personne profite d'années d'exploitation calculée. Elle se tourna vers son ordinateur et commença à taper son jugement. Madame Torres Mitchell se voit accorder le remboursement complet de tous les prêts documentés pour un montant de 178 342 $ plus 6 ans d'intérêt composés au taux de l'État, soit environ 212 000 $. Brandon émit un son d'étouffement. De plus,
Madame Torres Mitchell se voit attribuer 40% des parts de Mitchell Technologies en compensation de son rôle de contributrice financière fondatrice non divulguée. Vous ne pouvez pas, commença Brandon. Je peux et je le fais, dit-elle. En outre, Monsieur Mitchell paiera tous les frais juridiques des deux parties et je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour enquête sur fraude aux prêts, fraude sur titre et évasion fiscale. La salle d'audience resta silencieuse, excepté le bruit du juge tapant sur le clavier. Cette audience est terminée. Huissier, veuillez fournir toutes les preuves au bureau du procureur, dit-elle en frappant une fois de son marteau. C'était fini. Richard chuchotait frénétiquement à Brandon, dont le visage était passé du rouge au blanc puis au gris. Quand je me retournai, Véronica avait disparu. Elle était sortie discrètement pendant le jugement, probablement à la recherche de sa prochaine cible. Cass posa sa main sur mon épaule alors que nous nous levions. « Comment vous sentez-vous » Je pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 6 ans, ma poitrine ne se serrait plus, je pouvais respirer. Nous sortîmes du palais de justice sous un soleil éclatant de l'après-midi. Mon téléphone vibra presque immédiatement. Des messages de mes amis ayant déjà vu les nouvelles. Le journaliste économique local avait assisté à l'audience et l'histoire était déjà virale, PDG autodidacte de la tech exposée, ex-épouse ayant tout fourni, fondatrice de Mitchell Technologies confrontée à une enquête pour fraude. Le juge attribue 40% de l'entreprise à l'ex-épouse dans un jugement de divorce spectaculaire. L'histoire soigneusement construite de Brandon s'effondrait en temps réel. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, pas le petit cube de mon ancien cabinet de design, mais un vrai bureau avec mon nom sur la porte, Torres Design Studio, fondé grâce à l'argent du règlement et à mes 40% de part dans l'entreprise de Brandon, désormais légalement mienne. J'avais déjà engagé 3 designers, nous avions 6 clients majeurs et, contrairement à Brandon, je payais tout le monde correctement et à temps. Sur mon mur, une petite citation encadrée que j'avais écrite moi-même, soutenez ceux qui le méritent. Documentez ceux qui ne le méritent pas. Mon téléphone sonna. C'était Cass. Vous avez vu les nouvelles ? Et maintenant ? L'entreprise de Brandon est sous enquête de la SEC. Il s'avère que la fraude était plus profonde que nous le pensions et Véronica le poursuit pour, tenez-vous bien, rupture de promesse. Apparemment, il lui avait promis de l'épouser et de lui acheter une maison. Je riais. Vraiment ? Il n'apprend jamais. Non. Mais, vos 40% sont protégés peu importe ce qui lui arrive. Vous êtes maintenant à l'abri de ces désastres. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai repensé aux paroles de Brandon, tu n'étais qu'un tremplin temporaire. Il avait tort. Je n'ai jamais été un simple tremplin sur son chemin. J'étais toute la fondation. Et quand je l'ai récupéré, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Mais ce que j'ai construit seul, cela durera pour toujours.